Il a longtemps été un hôtelier des îles. Le voilà de retour en métropole, comme on dit à Maurice. Je suis ravi de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Jérémy de Fombelle. Bonjour Maxime. Ravi de t'avoir ici en France, Jérémy, et particulièrement sur Hospitality Insiders. D'autant plus que la dernière fois, c'était il y a presque un an, en février 2023, on s'est raté à Maurice, puisque je ne sais pas si tu l'as su, je t'avais envoyé un message à ce moment-là, je suis arrivé au Luxe Le Morne, et tu venais de quitter quelques semaines avant. Exactement, je me souviens très 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 bien. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais. Et Beaucoup de changements pour toi depuis, en plus, j'ai l'impression, il va falloir que tu racontes un petit peu bah, tout ton parcours. Alors, il est long, mais on va essayer de faire au moins les étapes c'est clés. ça, c'est parce que je suis très vieux. Non, mais non, tu imagines effectivement un retour au bercail, un retour à la maison après 22 ans d'absence, 22 ans Waouh. à sillonner le monde. Et oui, tu voudrais que peut-être je me présente un petit peu. Je veux bien, parce que alors moi pour le coup je suis pas mal ton parcours, mais nos auditeurs et surtout ceux qui connaissent un peu moins l'hôtellerie des îles peut-être ne te connaissent pas, et je pense que c'est important aussi qu'on comprenne d'où tu viens, aussi bien le parcours scolaire, puisqu'en plus je crois que tu as un parcours assez académique, école hôtelière, et le parcours professionnel derrière. D'accord, d'accord. Alors moi je suis un Parisien, donc c'est pour ça que j'ai retour au bercail. Ouais. Je suis né à Paris en 1976, donc j'ai 47 ans. J'ai grandi à Paris avec quelques escapades de quelques années en Afrique, à l'étranger déjà, parce que mes parents étaient envoyés en expatriation et avec mes frères et sœurs on suivait. Donc c'est peut-être de là que j'ai attrapé, c'est peut-être là-bas que j'ai attrapé Le virus. ce virus qui m'a quand même qui m'a bien contaminé pendant une bonne partie de ma vie. Je suis retourné en France, j'ai passé mon bac et j'étais parti pour être un juriste. J'ai fait des études de droit et Dieu merci parce que je m'apprêtais à être un très mauvais juriste. Euh, j'ai fait marche arrière et j'ai repris tout à zéro. Et ma vraie passion depuis toujours, c'était l'hôtellerie. C'était pas forcément quelque chose qui se faisait beaucoup dans la famille. C'était des métiers à part. On est un peu plus voilà, journaliste, avocat, médecin, etc. Dans la famille, architecte, etc. Mais l'hôtellerie, c'était quand même un métier un peu à part. Et j'ai fait le pas. J'ai été encouragé par mes proches à ce moment-là de faire l'école hôtelière à Paris. Et voilà. Et très vite, j'ai souhaité voyager avec celle qui est devenue ma femme et qui est ma femme Mhm. depuis presque 23 ou 24 ans, Waouh, et qui me suivit dans tous ces pays. incroyable. Et voilà, et là, il a commencé un long parcours hôtelier, enfin restaurateur et d'hôtelier, euh, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, à Bali, en Chine, et enfin à l'île Maurice. C'est dingue. Donc tout ça, ce sont des emplois que tu as occupés en plus à des postes. Alors toi, c'était plutôt par la voie sales and marketing que tu es passé, si j'ai bien suivi. Alors, en fait, ouais, j'ai commencé tout au début par le sales and marketing en hôtellerie. Et puis très vite, en fait, en partant à l'étranger, ma passion, c'était les opérations. Et j'ai pris la direction d'un petit hôtel, un petit hôtel-restaurant tout petit, 3 étoiles, qui payait pas de mine, avec quelques chambres, à Angkor, dans les temples d'Angkor, à Siem Reap, au Cambodge. Au Waouh. Cambodge, c'était il y a un petit moment. Et Oh, ça doit être j'avais une dingue. toute petite équipe, voilà, mais j'avais déjà mon petit centre de profit à moi, à gérer, etc. Et on a fait en quelques années un assez bon travail avec mes équipes. Et j'ai été à ce moment-là repéré par la direction du groupe Belmont, qui aujourd'hui LVMH, qui à l'époque Oui. s'appelait Orient Express. Et d'ailleurs, juste pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, d'ailleurs, Belmont a relancé l'Orient Express, donc le train, c'est ça? Exactement, Que je crois. exactement, Ouais. parce qu'en fait, le nom Orient Express appartenait au groupe Accor. Et Orient Express, qui est rebaptisé Belmont maintenant, a dû, en fait, quand Accor a voulu récupérer le nom Orient Express, Belmont a dû faire un rebranding, changer de nom et changer d'identité. Et c'est effectivement Mm. Accor qui aujourd'hui opère la marque. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais Ils m'ont proposé à ce moment-là de devenir leur directeur au Laos, c'était au premier, puis ensuite au Cambodge, etc. Puis enfin en Thaïlande, etc. Et donc j'ai été leur directeur, le directeur des hôtels Belmont, en fait,
dans quasiment tous les pays où ils sont présents en Asie du Sud-Est. Et j'avais ma petite équipe de choc, une hôtel manager, un chef de cuisine extraordinaire qui me suivait d'hôtel en hôtel. On était une petite communauté comme ça, tous les 3 ans, on bougeait d'hôtel avec notre équipe choc et on passait 3 ans, on remettait l'hôtel un peu au carré, on reboostait les équipes, on insufflait un nouveau modèle et puis on allait passer à l'hôtel d'après pour le compte. Autant d'un point de vue pro, déjà d'être suivi par des équipes, c'est assez fou. Et puis en plus, j'imagine d'un point de vue perso, tu disais ta femme qui t'a suivi dans ces aventures, ça doit être un sacré déménagement. Et je sais pas si en plus tu as eu des enfants sur ces périodes-là, mais à chaque fois, faire des sauts de puce comme ça, c'est un sacré challenge. Ouais, non, ça c'est. Alors, tu as tout à fait raison en fait. Sur les deux tableaux, c'est passionnant. Avec les équipes, c'est absolument passionnant. Au bout de 10 ans, j'ai dû leur dire arrêtez de me suivre. Vous êtes devenus bien meilleurs que moi. Je vous sers plus à. Vous êtes grands maintenant. Quittez le nid. Allez vous marier, vivez parce qu'avec moi, je vous empêche de vivre votre vie. Et c'est devenu des grands amis. Tous les deux d'ailleurs, et ils ont tous les deux été volés de leurs propres ailes et ils ont fait des carrières absolument magnifiques et c'est aujourd'hui des amis très proches et d'un point de vue familial, c'est une sacrée aventure hein, de changer de pays tous les 3 ans et puis pas n'importe quel pays. Hein, le Laos, c'est quand même un des derniers pays communistes un petit peu dur, à la dure au monde. Ma maison était fouillée, j'étais un des seuls expatriés du pays à être sous écoute. Je dirigeais à l'époque le seul hôtel. Après, il y a Aman, Resort, etc. qui est arrivé. Mais à l'époque, j'étais le seul directeur général d'hôtel 5 étoiles international dans le pays. C'était assez particulier. C'était quelque chose d'assez incroyable. Et oui, j'ai effectivement eu des enfants quasiment dans chaque pays, hein, quand même pas, mais presque. Mais j'ai 3 enfants et qui sont nés un peu partout en Asie du Sud-Est. Ouais, des vrais citoyens du monde. Exactement. Même si on y reviendra peut-être après, ils ont été moteurs dans le retour, dans le choix, la décision après 22 ans, 23 ans de rentrer en France. Ouais. Et je fais du coup cette parenthèse, mais eux du coup se sentent en termes d'identité français. J'imagine que ta femme est française aussi, par contre. Ma femme est française et eux se sentent extrêmement français. Ça mériterait de faire un peu de amusant. À part sur ce sujet-là, parce que c'est passionnant. Les enfants d'expatriés sont effectivement les citoyens du monde en termes, enfin je trouve, hein, en termes d'ouverture d'esprit, de culture, de soif de l'autre et de la culture de l'autre. Et en même temps, les enfants d'expatriés ont peut-être encore plus besoin que les autres enfants de racines. Et de racines assez profondes, assez claires, assez identifiées, etc. Et quand il y avait des coupes du monde de foot, alors que nous on habitait à l'autre bout du monde, etc., et qui passaient la coupe du monde avec leurs petits cousins qui eux habitaient en France, etc., c'était les premiers supporters, et les Bleus, quasiment presque nationalistes. Ah ouais, c'est très drôle ça, mais ça m'étonne pas du tout, mais c'est assez amusant en effet ce double bagage et international et français. Pour qu'on continue de bien comprendre ton parcours, là on a fait pas mal de sauts de puce un peu partout dans le monde. J'ai introduit Maurice tout à l'heure parce que c'est là où tu as passé aussi beaucoup d'années. Comment tu arrives à Maurice et si tu peux un peu nous raconter ces années de carrière là-bas? Donc je passe une bonne décennie en Asie. On rate une décennie quand même, je d'accord. passe une décennie en Asie du Sud-Est, effectivement, et après avoir fait tous les hôtels Orient Express, quasiment Belmont de la région. À ce moment-là, gros changement chez Belmont, beaucoup de départs chez les anciens propriétaires du groupe Belmont, la famille Sherwood, à laquelle j'étais très très attaché. À ce moment-là, du coup, beaucoup de personnes de la direction de Belmont part. Donc gros changement à ce moment-là, et je me dis c'est le bon moment. Ça fait plus de 10 ans. C'est le moment pour aller pour bouger et aller tenter une autre aventure. Et là, j'avais un ancien collègue de chez Belmont qui avait rejoint un petit groupe hôtelier à l'île Maurice, un groupe mauricien assez luxe, 5 étoiles voire 5 étoiles plus, mais qui était dans un état
financier assez inquiétant et il me dit, Mhm. on est une petite équipe là, pour une mission un peu impossible. Il faut qu'on remonte ce groupe. Ils ont 2, 3 hôtels à Maurice, un hôtel aux Maldives. On a besoin de quelqu'un comme toi. Et donc, bon, en plus, l'île Maurice, c'était pas désagréable quand même. Et Tout puis à ça, fait. j'avais pas sur mon tableau de chasse. Donc je me dis, allez, hop, on y Ouais. va. Et donc, départ pour l'île Maurice, avec ce vrai challenge de rejoindre une équipe. Euh, on était en mode sauvetage en mer, quoi. Il fallait sauver cette boîte qui Mhm. était C'était quoi la dans la boîte? boîte à l'époque s'appelait Naiad. D'ailleurs, tout le Ah, monde l'appelait Noyade parce qu'elle était pas en mal. très mauvais état. Et, euh, et en gros, les propriétaires de la boîte à l'époque, de Naiad, disent à cette petite équipe qu'on formait, on n'a pas d'argent, on est au bord de la faillite, il faut remonter la boîte, on va pas vous donner d'argent pendant 2, 3 ans. En revanche, si vous commencez à montrer que vous pouvez réveiller la bête endormie avec du service, avec de la qualité d'expérience, parce qu'on avait des emplacements incroyables, des hôtels avec une super maison, on se mettra petit à petit à investir et là on pourra commencer à relancer la boîte. Mhm. Et donc on a fait un rebranding, on a rebaptisé Naiad en Lux, Lux, qui est pas extrêmement connu peut-être en France, mais qui est très connu dans le Non. monde des resorts et en Mhm. particulier dans l'océan Indien. Et avec cette équipe-là, on a fait de ce petit groupe mauricien qui comptait 3, 4 hôtels, on l'a transformé en un groupe qui aujourd'hui est l'un des fleurons des resorts 5 étoiles et 5 étoiles Oui. plus dans l'océan Indien et pas seulement puisqu'on l'a développé énormément en Asie, dans les Émirats arabes voilà, il y a eu un magnifique développement. C'est une boîte et j'invite tes auditeurs à, à aller voir un peu sur Internet ce qu'est cette boîte parce que on en a fait quelque Ouais. chose aussi bien en termes de qualité de service et c'est vraiment par le service euh, qu'on a réussi à sauver la boîte en fait. Mhm. En fait, pour te raconter, je l'avais beaucoup partagé sur mes réseaux, notamment sur Instagram pour ceux qui me suivaient il y a un an, mais j'avais été à Maurice à l'époque avec Vatel, et donc Renaud Azéma de Vatel Mhm. Maurice. Et on avait visité donc Lux le Morne notamment, et je devais faire un épisode avec Vic, que forcément tu connais à Lux le Morne. Ça pouvait pas se faire, enfin, tu pourras raconter si tu veux un peu qui est Vic, c'est un personnage. Euh, et donc j'avais pas pu aller jusqu'à ce niveau-là, faute de temps. Finalement, j'étais très très frustré. Et je me suis vraiment dit que j'allais y retourner ou que j'allais continuer cet échange-là parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'était la marque, le produit. Et je voudrais justement que toi, tu racontes la marque, au moins ce Luxe Le Morne qui, moi, m'avait vraiment impressionné par son engagement, son positionnement et à quel point le staff était très très fortement engagé aussi dans cette même direction. Écoute, alors ça, faut pas me dire de parler de Lux Le Monde parce qu'on risque d'y être encore demain matin. Lux Le Monde, c'est mon bébé. C'est sans doute les plus belles années de ma carrière. C'est un hôtel, quand je suis arrivé en tant que directeur général, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, l'hôtel était très très mal en point. Et on en a fait bon alors une grande réussite financière, ça c'est sûr, mais ça à la rigueur, bon bah tant mieux Mm. pour les actionnaires, mais on en a fait surtout une aventure humaine absolument exceptionnelle. Et en fait, juste peut-être pour résumer en quelques mots l'état d'esprit et ce qu'est cet hôtel de luxe Le Morne à Maurice. Euh, je peux peut-être juste raconter ce qui s'est passé pendant le Covid, Ouais, bien où sûr. il était prévu que après le Covid, on rénove cet hôtel de fond en comble, on fasse une très grosse rénovation. Et moi, je suis allé voir mes propriétaires, les actionnaires à l'époque, euh, en leur disant pourquoi ne pas faire cette grosse rénovation maintenant, alors que le monde entier est fermé, que personne ne voyage, que l'hôtel est fermé. Et j'arrive à les convaincre. Ils me disent go, vas-y, on te donne le chèque, tu peux rénover. Et à ce Génial. moment-là, on se rend compte qu'en fait, ça va pas être possible parce que toute la main d'œuvre de la construction, du monde de la construction, ne peut pas. Elle est étrangère, elle est Maurice, elle Tout vient le de monde là, est à l'arrêt, en fait, et puis on peut pas et voyager. personne ne peut pas voyager. Et du coup, Ouais. les
300 ouvriers, 250, 300 ouvriers dont on avait besoin sur le chantier pouvaient pas être là. On avait quelques expertises, mais on n'avait pas la masse d'ouvriers, etc. Et à ce moment-là, c'est mes équipes. L'idée vient pas de moi. Tout le monde dit oui, t'as une idée formidable. Non, non, il faut avoir l'humilité de dire l'idée vient pas de moi. C'est mes équipes qui me disent mais nous on est là. Et je dis vous êtes marrant, vous n'êtes pas électricien, vous n'êtes pas carreleur, vous n'êtes pas. Et ils me disent non mais on peut apprendre, on a tout le temps. L'hôtel est fermé pour au moins 1 an, etc. Wow. Et ils me disent on a envie d'apprendre. Quelques-uns me disent on a envie d'apprendre. Et avec un petit groupe de 15-20 employés, on fait venir des formateurs, des experts. On leur dit, voilà, vos apprentis, apprenez-leur pendant quelques semaines, quelques mois, le métier de carreleur, le métier de stone doctor, le métier d'apprenti électricien, enfin, tous les métiers de la construction, de peintre, etc. Et tout le monde a reçu c'est 20, 30 personnes au début ont reçu une formation, sans devenir. Et on commençait à prendre plaisir et on a lancé ce chantier. On a fait ce chantier. Les architectes étaient là, bien sûr. On avait des experts qu'il fallait, hein. Et on s'est retrouvés. Petit à petit, ça a fait effet contagion. Voilà. On faisait des barbecues sur la plage avec les équipes. Les piscines étaient ouvertes. Il y avait une belle ambiance quand même pendant ces travaux-là. Et on s'est retrouvés. J'avais 300 employés à l'hôtel. Et j'ai eu 290 employés sur la base du volontariat. Personne n'a été forcé. Sur la base du volontariat, 290 des ouvriers du chantier étaient les équipes de l'hôtel. Et donc tu avais les financiers, tu avais les pâtissiers, tu avais tous les corps de métier de l'hôtellerie qui étaient tous soit avec leur tournevis, avec leur scie sauteuse, et cet hôtel, il a été rénové, mais c'est pas une petite rénovation avec 3 coups de peinture, hein. Et oui. Intégralement, et aujourd'hui, c'est un case study à la London Business School, parce que la London Business School est venue, et s'est enseignée dans les écoles. Alors, on en est tous très fiers au Luxembourg, parce que c'est l'avenir. Mais vraiment, c'est dingue. Et c'est surtout une aventure humaine exceptionnelle. Mais oui, et puis, je te coupe, mais pour rebondir là-dessus, c'est que moi, quand j'ai rencontré du coup tes collaborateurs là-bas, enfin, ils sont tous extrêmement engagés, ils sont fiers. C'est pas juste l'hôtel dans lequel ils travaillent au quotidien pour des clients, c'est l'hôtel qu'ils ont rénové. Certains me racontaient, moi, vous voyez, j'étais jardinier, j'avais jamais travaillé dans un jardin de ma vie. Moi, je refaisais de la peinture, je passais mes journées à faire de la peinture. Et tu vois, donc c'est leur peinture, de leur mur, de leur hôtel. C'est ça. Et je vais te raconter une toute petite anecdote, mais qui montre un peu l'engagement dont tu parles. J'ai l'hôtel rouvre après la rénovation, etc. L'hôtel rouvre, etc. Et il y a un soir, il y a un client qui appelle à la réception parce que l'interrupteur qui allume la lumière de sa chambre ne fonctionne pas. Et la réception dit tout de suite on vous envoie quelqu'un. La réception appelle la maintenance dit ah non, on a personne, etc. Voilà. Et puis là, il y a un gars à la maintenance qui dit non mais appelle chef Ragout. Donc chef Ragout, c'était un chef en cuisine. Hein. Il a un bon nom en tout cas, chef Ragout. Chef Ragout, c'est lui qui a fait l'électricité. Donc et le client voit débarquer dans sa chambre chef Ragout avec sa toque en disant bonjour, je viens pour l'interrupteur. Et là, je pense qu'après, on n'a pas demandé à rendre service, on a un problème d'interrupteur. Il dit non, il arrive et puis il sort son truc. Et il dit vous inquiétez pas. Et là, il commence à raconter à la cliente, mais vous savez, il est à lui expliquer tous les circuits électriques qu'il a en tant qu'apprenti électricien, qu'il a pu faire. Donc effectivement, ça crée un engagement et c'est aujourd'hui, j'imagine le rêve de tout hôtelier d'avoir, et moi ça restera mon rêve toute ma vie, d'avoir des équipes engagées comme ça. C'est fou, enfin vraiment c'est fou. Je parlais de Vic tout à l'heure et j'aurais peut-être jamais l'occasion de l'interviewer, mais tu peux expliquer en quelques mots pour que les auditeurs qui sont en plus peut-être jamais allés à Maurice s'imaginent ce que fait un Vic dans l'hôtel Luxe Le Morne. Alors Vic, mais là aussi c'est à chaque fois, mais je suis là pour parler de... je te lance, mais en même temps on s'alimente. C'est ça, tu es un peu fautif. Vic, c'était mon directeur de la restauration au Luxe Le Morne. Et un jour, il s'est barré. Et il en avait marre
Et il m'a dit j'arrête, l'hôtellerie c'est plus mon truc, j'en peux plus, je suis cramé, voilà, ce qui peut arriver dans un métier. Il en pouvait plus. Et puis j'apprends quelques mois plus tard qu'il va pas très bien, que c'est pas trop la forme, etc. Et donc je dis à Vic, je vais prendre un café avec Vic à l'extérieur de l'hôtel, et je lui dis Vic, t'as ça dans le sang, l'hôtellerie, l'hospitalité, etc. Tu peux pas arrêter comme ça. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Et il me dit, de toute façon, aujourd'hui, la seule chose qui me fait envie, c'est de nager. C'est ça que j'adore, dans le lagon, et de ramasser des oursins. Et ensuite, de les cuire, de les préparer, etc. pour mes clients. Et donc, j'ai dit à Vic, tu vas revenir à l'hôtel, tu vas garder ton salaire de directeur de la restauration, qui était pas Ouais. tu vas nager, et tu vas ramasser des oursins. Et c'est ça, désormais, ton job. Par contre, tu as intérêt à faire en sorte que ce soit, qu'on ne parle que de ça, à l'hôtel, qu'on ne parle que de ça en dehors de l'hôtel. Et je veux que ça devienne tes oursins et l'expérience que les clients vont vivre avec toi. Je veux que ça devienne un des unique selling points de notre hôtel. Et aujourd'hui, Vig, c'est une superstar, quasiment mondiale. Mais c'est dingue, c'est qu'attends, mais moi je suis arrivé là-bas, je suis arrivé par la plage en plus avec mes étudiants, on voit ce fameux Victor torse nu qui sort de l'eau avec ses oursins et qui te raconte cette histoire-là, et tu te dis mais c'est complètement dingue, et son boulot c'est ça, et il fait rêver les clients, et il me disait qu'il était complet sur les semaines à venir, les clients réservaient des semaines à l'avance pour avoir un moment à sa table d'hôte avec lui, c'est lui qui prépare les oursins et à manger le soir, c'est dingue. Ça. Et donc en fait, pendant le Covid, justement pendant cette période-là, pendant la rénovation de ça, je lui ai dit bon Vic, tu te construis, tu te trouves 2-3 apprentis parmi les employés, et tu construis une petite cabane pour toi, une petite cabane de pêcheur. Ça va devenir ta table d'hôte à toi. Et ce sera une table d'hôte où y a pas de réservation, c'est que toi qui invites, on paye pas. Et c'est un moment où tu vas cuisiner pour le client, cuisiner ce que tu as pêché pendant la journée. Et puis surtout, tu vas passer un bon moment avec eux et leur faire passer un bon moment, etc. Et effectivement, il est réservé sur des mois et des mois maintenant. Il a fait la une de plein de grands magazines, etc. Alors que ce gars-là, la seule chose qu'il a compris, et la seule chose c'est qu'en fait, il aime son métier. Il aime donner du bon temps à ses clients. Ouais. Et c'est la seule chose qui fait les Vikings. Regarde. Bon, et puis il a la chance d'avoir un patron qui l'a laissé bien sûr, qui lui a donné la liberté, mais ramasser des oursins. C'est incroyable, mais ça démontre bien déjà à quel point l'importance et d'un point de vue management d'offrir un peu de liberté aussi à ces personnes pour qu'elles puissent s'exprimer, et de l'autre que d'un point de vue expérience client, les clients viennent aussi au Luxe Le Monde pour Vic. Donc à lui tout seul, c'est une vraie attraction, et je pense qu'en fait l'investissement de payer un salaire de directeur de la restauration à quelqu'un pour qu'il se baigne, au final il est largement remboursé par la qualité client, par les retours que tu as et l'expérience que tu crées pour tes invités. Mais c'est absolument, le retour sur investissement, il est absolument largement dépassé. Voilà. Alors, bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Oui. T'as des jalousies, t'as des problèmes. Si tu savais, mais le nombre de directeurs financiers, aussi bien dans mon propre hôtel que au siège de luxe et dans tout ça, qui m'ont dit mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais, etc. Et aujourd'hui, je crois que personne ne questionne ça. Donc il faut, en fait, dans ces moments-là, savoir écouter sa petite voix intérieure. On sait que c'est une bonne idée, on sait que et surtout on connaît ses clients, on écoute ses clients, oui. En fait. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et puis pas avoir peur de faire des choses qui se sont pas faites, qui se font pas, qui vont créer quelques jalousies, parce que bien évidemment, moi j'avais des grands chefs en cuisine juste à côté de chez Vic, et qui étaient exaspérés parce que ils faisaient ces oursins et ces poulpes comme ça à la fois à la poêle, et puis les clients allaient voir les grands chefs presque étoilés en disant c'est là-bas qu'on mange le mieux, c'est extraordinaire, c'est fou. C'est fou. Tu m'étonnes. C'est assez dingue. En tout cas, je pense que même si on l'a pas encore vécu, tout le monde peut bien s'imaginer à travers ton discours. C'est passionnant. Je te propose qu'on fasse un retour brutal mais néanmoins agréable vers la France. Oui.
et que tu nous racontes comment est-ce que tu es passé d'un poste donc de direction, donc tu étais, je crois, directeur sales marketing de luxe région, enfin ça tu vas nous expliquer, et tu es revenu en France pour un nouveau poste que tu vas nous détailler aussi, et un nouveau groupe. C'est ça, donc j'avais passé presque 10 ans à l'île Maurice. Après avoir été directeur d'hôtel, j'avais été directeur de la région. On avait 4 hôtels à l'île Maurice, un hôtel à l'île de la Réunion, tous des 5 étoiles. Donc j'étais directeur de la région. Et puis ensuite j'ai été promu pour être Chief Sales and Marketing Officer, donc directeur Sales and Marketing pour le groupe entier, donc en Asie, en Europe, en France, etc. Et bien sûr à l'île Maurice et dans l'océan Indien. Donc poste absolument passionnant. Et à ce moment-là, se présente une opportunité. À ce moment-là, il y a une très belle rencontre avec Pascal Paluel-Marmont et Philippe Aoun. Pascal Paluel-Marmont étant le propriétaire des hôtels Esprit de France et du groupe Esprit de France. Et Philippe Aoun étant le CIO de la maison mère à laquelle appartient Esprit de France. Esprit de France étant, vous l'aurez compris, mon nouveau groupe que je viens de rejoindre. Esprit de France, hôtel et demeure. Et il y a une très très belle rencontre à ce moment-là avec une superbe proposition qui est de revenir en France, ce que j'avais en tête déjà depuis quelques années, en me disant, en fait, tu as fait toute ta vie à l'étranger, soit tu reviens en France avant tes 50 ans et tu ouvres une nouvelle page en France, soit en gros tu finis ta carrière à l'étranger. Et j'avais ce vrai désir de revenir chez moi, parce que la France c'est chez moi et Paris c'est chez moi, et d'exercer mon métier que j'avais finalement jamais exercé vraiment dans mon pays. Fort de toute cette expérience, fort de cette boîte à outils que je me suis constituée pendant toutes ces années. Et quelle boîte! Et une boîte plutôt intéressante en tout cas. Voilà. Et revenir en France. Et j'étais particulièrement motivé par tous ceux qui me disaient de surtout pas revenir. Et Dieu sait que je les ai entendus en disant, mais tu te rends compte, t'es sous les cocotiers. Alors, on n'est pas sous les cocotiers quand on travaille dans l'hôtellerie à l'île Maurice ou ailleurs. T'as la qualité de vie, ne reviens pas en France, ne fais pas cette erreur-là, tu te rends pas compte ce que c'est que l'hôtellerie en France, tu ne connais pas, c'est pas du tout ce que tu penses, etc. Et plus on me disait ça, plus je me disais, l'heure est venue, il faut y aller, et j'ai envie de donner ma petite expérience, de mettre à profit ma petite expérience et ma passion pour mon pays et pour ce métier à un groupe qui partagerait à peu près les mêmes valeurs dont j'ai un peu parlé ces 30 dernières minutes. Et donc cette belle rencontre dont j'ai parlé tout à l'heure, je suis tombé face à des gens qui m'ont dit, en fait, on cherche un nouveau CIO, un nouveau directeur général pour le groupe Esprit de France. Esprit de France, c'est une collection d'hôtels, de demeures, de châteaux d'hôtes, qui sont des propriétés souvent de famille. Alors une grande partie c'est la propriété de la famille, c'est de la famille Paluel-Marmont, mais on a. D'accord, donc ils sont propriétaires des murs et en plus gestionnaires dans la plupart de leurs établissements. Ou du fonds de commerce, ça dépend, ou des deux. Voilà. Esprit de France, c'est vraiment des gens qui ont ce respect du temps long, cet amour de l'esprit des lieux, de la préservation du patrimoine. Tous nos hôtels sont des lieux très très riches en histoire. C'est que des bâtiments historiques systématiquement. À Paris, on est rue de Rivoli, rue des Saints-Pères, place Vendôme, près du rond-point des Champs-Élysées, près de Charles de Gaulle Étoile, etc. À chaque fois, des lieux qui sont des lieux qui sont des lieux forts dans l'imaginaire du visiteur et du Parisien. Et puis c'est cette trentaine de très très belles demeures et de châteaux à travers toute la France, dans toutes les régions de France, qui sont, c'est une sorte de club qu'on a créé, qui porte notre nom, le nom Esprit de France, qui partage les mêmes valeurs, ce désir de vivre le patrimoine. Voilà, donc c'était pour moi un terrain de jeu
Eh oui, oui. absolument incroyable. Alors très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà. Rien à voir même, hein. Et absolument rien à voir, mais Mm. extrêmement enthousiasmant. Euh, et avec finalement les recettes, les ingrédients sont pas si différents qu'on soit Ouais. sur une île au Luxembourg ou au Cambodge. Et en fait, les recettes sont pas très différentes. Et le métier Mm. reste le même. Et ce qu'on a fait avec Mais Vic, tu vas devoir me les partager un petit peu, ces ouais. recettes, avec nos insiders qui sont pendus là à tes lèvres. Mais alors déjà, pour bien comprendre tout ce qui est le groupe Esprit de France, est-ce qu'il y a des systèmes de franchise ou quand tu dis que vous gérez les fonds de commerce, vous gérez tous les hôtels ou est-ce qu'il y a une franchise aussi, des arrangements comme ça avec certains Non, établissements? alors on gère intégralement. On est chez nous, Ouais, vous êtes chez vous partout. partout dans nos hôtels Ce qui change parisiens. beaucoup hein, d'un point de vue expérience, c'est pour ça que je Non, te pose la exactement, question. bien sûr. Dans nos hôtels parisiens, dans nos 10 hôtels parisiens, dans notre hôtel à Aix-en-Provence, qui est en ce Oui. moment fermé, Le l'hôtel Pigonnet, c'est ça? Pigolet, exactement, qui est un small, Parce que tu sais que j'ai interviewé Hugues de la Chevainerie, d'accord, qui est ancien directeur général de cet hôtel. d'accord, Ouais, il est passé sur le podcast il y a 2 ans maintenant. Donc, salut Hugues, d'accord. si tu nous écoutes. Alors, on salue Hugues, on salue Olivier Vernet, qui est notre nouveau Oui, directeur aussi. aussi, et ça vaudrait le coup de l'interroger aussi lui un jour, parce qu'il est Ouais. passé à un hôtelier passionné et passionnant. Et on est en train de préparer des belles surprises pour le mois d'avril avec une rénovation en ce moment Bah, écoute, l'épisode va sortir pile au bon moment qui est pour faire un petit c'est teasing. ça exactement. Voilà donc à Aix et un autre aussi où on est chez nous aussi à Lens. Alors ça peut surprendre Lens. C'est l'hôtel Louvre-Lens. Donc on a le musée Louvre-Lens qui est en face. Voilà. Et nous on est Mm. l'hôtel Louvre-Lens, Esprit de France. Euh, un magnifique hôtel sont des anciens logements corons qui ont été complètement réhabilités. Et c'est un superbe hôtel. Donc Esprit de France, c'est des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles selon les lieux, selon les Ouais. hôtels. Mais tous emprunts. Et moi j'aime pas trop parler d'hôtels quand on parle comme ça de lieux aussi forts en histoire, Mm. etc. Ce sont des C'est demeures, ce sont des ça, ce sont des maisons. demeures, ce sont des Mm. maisons, Ouais. et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans l'aventure Et oui, j'imagine. qui m'a été proposée. J'imagine. Alors, permets-moi du coup de te poser la question en reprenant tes mots, mais quelle est la recette et quels sont les ingrédients pour être un bon CEO dans un groupe comme Esprit de France et d'ailleurs dans un autre groupe? Alors, question très très difficile et malheureusement, je crois pas il y ait de recette type, sinon Hmm. ça serait, Ouais, ça se vendrait ça se cher. vendrait très cher exactement. Il y a plusieurs choses. D'abord, un bon CEO, il décide. Et ça paraît bête, hein, mais moi c'est quelque chose dont j'ai tellement pu pâtir ou souffrir presque Ouais. en tant qu'employé, que cadre, dans plein de groupes, c'est de cette absence de décision ou du temps de la décision qui peut être Hmm. tellement long dans certaines entreprises, Ouais. etc. Et pour moi, le CEO, il est celui qui décide. Et si c'est pas lui qui décide, parce qu'il peut pas tout décider non plus, euh, il est en revanche le garant que les décisions sont prises dans son entreprise et qu'elles sont prises à temps et en temps voulu. Combien d'entreprises pourraient fonctionner tellement mieux si elles revoyaient leur process de prise de décision. Complètement. Et ça, je pense, je le mets en premier parce que pour moi, euh, c'est quelque chose de très important et ça impacte énormément le management qu'on a avec nos équipes parce que c'est ça en fait qu'ils attendent de nous. Nous, quand on est CEO, on a l'immense chance le plus souvent, et c'est mon cas, d'être entouré de grands experts. Moi, je suis pas Hmm. un expert dans tous les domaines. Je peux pas être un expert aussi bien en Évidemment. marketing, en finance, en technique, en rénovation, etc. Donc, j'ai la chance d'être entouré de grands experts. Ces grands experts savent ce qu'il faut faire. Ces grands experts donnent des recommandations. Ce qu'ils attendent de moi, alors c'est un peu de les challenger sans doute de temps en temps, mais c'est surtout de décider et de dire oui ou non. Décider, ça veut pas dire Hmm. oui à tout, hein, mais ça veut dire prendre une décision. Euh, Ouais. et c'est grâce à ça que le CEO devient un peu le garant
d'une certaine agilité et qui est selon moi aussi un autre point, Une autre une autre qualité. qualité absolument indispensable du CIO, Ouais, c'est d'accord. l'agilité. C'est s'assurer qu'on a cette agilité et qui va avec cet esprit de, d'intrapreneuriat que, enfin moi en tout cas, j'essaye d'insuffler, et ce que j'ai toujours essayé de faire dans toutes les maisons où je suis passé, dans chez mes équipes, et de leur faire comprendre que tu es dans le driving seat. Peut-être tu es réceptionniste, peut-être tu es équipier, petit déjeuner et tout ça. Bah toi tu es dans le driving seat. Il y a tout Ouais. un ligne où c'est toi, c'est pas moi, c'est pas ton patron, c'est personne d'autre. Et du coup, il y a aussi une notion de confiance qui est hyper importante. C'est, tu vois, de Ouais. distribuer ta confiance à ses collaborateurs. Tu parles du réceptionniste qui est dans le siège conducteur. Ça veut dire, j'ai aussi confiance en toi pour piloter parce que tu sais aussi, tu dois être aussi capable à ton niveau d'aller dans la direction souhaitée, de prendre des décisions aussi à ton niveau. Mais absolument, absolument, absolument indispensable. Après, il y avait quelques autres points peut-être. Enfin, la transparence. Moi, je crois avoir avec mes équipes aujourd'hui une très grande franchise, une très grande transparence. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que plus on baratine nos équipes, plus elles partent vite. Ouais. Moi, Elles partent vite et puis elles s'en rendent compte. Au début, elles s'en rendent pas forcément compte, mais à un moment ou à un autre, la lumière se fait. Exactement, et on le paye et on passe à la caisse. Et on finit toujours par passer à la caisse. Donc, cette notion de transparence qui pour moi est absolument indispensable, qui d'ailleurs, il faut l'accepter, doit se faire des deux côtés, c'est-à-dire il faut accepter aussi que les autres vous le disent. Ça, c'est quelque chose un dialogue, moi, que j'essaie d'avoir avec mes équipes où je les incite à non pas à me remettre à ma place, mais à me dire les choses, à ne pas être d'accord avec moi et à me dire la vérité. Ouais, ce sorte de feedback authentique qui est fait s'il est bien fait avec bienveillance, mais parfois il y a des choses parfois aussi dures à entendre, mais qu'il faut être capable d'entendre et de recevoir pour progresser finalement. Exactement. Et ça va dans les deux sens. Et en fait, si ton équipe sait qu'elle peut te dire les choses, ça change tout. Peut-être qu'elles te le diront pas, mais rien que le fait de savoir qu'elles peuvent le dire, ça change déjà. Ça change déjà. Le rapport. Exactement. Complètement. Donc il y a vraiment tous ces points-là, je pense, qui sont importants. Et puis il y a, et ça il faut, on le sait tous, on le répète, c'est un peu la tarte à la crème. C'est un peu la tarte à la crème, mais personne ne s'y attelle vraiment. C'est ce choc générationnel qu'on vit aujourd'hui, et c'est le fait que les plus de 27 ans ou 26 ans, voilà, nous vivons, je m'inclus dans les plus de 27 ans, nous vivons dans un autre monde, dans une autre ère, dans un autre. C'est vrai. Et que si on s'adapte pas, et c'est pas que des mots, hein, c'est douloureux de s'adapter, c'est très 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 douloureux. Si on s'adapte pas, même si on pense que c'est n'importe quoi, qu'il faut pas s'adapter, que ces gens-là, que ces jeunes-là, ils ont rien compris, ils savent pas bosser, ils aiment pas bosser, si on s'adapte pas, on n'y arrivera pas. Et donc, pour répondre à ta question, être bon CEO, c'est aussi vraiment une sacrée dose de réadaptation, de remise en cause, avec une tranche d'âge, des collaborateurs d'une tranche d'âge où il faut être accepté qu'on a tout à réapprendre et tout à voir. Et en plus des choses qui étaient inacceptables il y a 10 ou 15 ans, qu'aujourd'hui tu es obligé d'accepter parce que il faut t'adapter à ces générations, et que ces générations, c'est le futur de ton entreprise, parce que c'est l'employé, c'est le staff de demain. Donc tu es obligé d'ajuster ton management à ces générations Z dont tu parles. Tu es obligé de t'ajuster, et avec le sourire. Ça veut dire que oui, il faut s'ajuster, mais si tu t'ajustes en traînant les pieds, ça marchera pas. Ils le sentiront, etc. Donc non seulement il faut s'ajuster, mais en plus il faut épouser ce nouveau mode-là qu'on t'impose un peu quand même, ce nouveau mode de fonctionnement, en disant ouais, c'est la bonne solution. T'as raison. Allez, on va faire comme ça. Tu veux pas bosser le soir alors que tu travailles dans la restauration? Allez, pourquoi pas. Allez, on tente, on essaie. C'est un vrai challenge. Ouais. Et ça, cette révolution-là, alors il faut que le CEO il commence à la faire lui-même pour que ça marche. Mais après il faut la faire sur toute la ligne, de haut en bas, d'est en ouest, etc.
avec toutes les équipes. Et c'est là où on a souvent des problèmes dans les hôtels. C'est au sein même d'un département, d'une fonction, il y a des vraies incompréhensions. Et c'était un peu ma question suivante. Si tu as fini de nous donner les ingrédients de la bonne recette, c'était sur les challenges que toi tu rencontres actuellement à ton poste. Donc j'entends très bien le sujet de la génération. D'ailleurs, je l'ai abordé aussi bien avec des managers plus anciens que j'ai eu des Anthony Folio, tu vois, Génération Z, qui nous parlent de comment eux abordent l'entreprise. C'est hyper intéressant d'avoir les deux sons de cloche. Mais toi, c'est quoi tes plus gros défis du quotidien en tant que dirigeant, si je caricature l'image qu'on se fait, le CEO qui est dans son bureau, loin de ses hôtels, et qui doit transmettre une vision qui peut-être éclaire à ton niveau, mais à tous les niveaux, dans tous les hôtels, et s'assurer que les clients en bout de chaîne, ils soient satisfaits, et les collaborateurs aussi. C'est un challenge, c'est un gros, mais moi je vois un double challenge. Je vois ce challenge dont tu parles, et je vois avant tout, et pour moi c'est un risque j'ai beaucoup de CEO et je suis le premier à risque. Hein. J'ai parfois besoin de me renverser des sauts glacés sur la tête pour me réveiller et pour me dire attention, là tu t'égares. Le risque, c'est de perdre l'horizon. Et un CEO, il n'est pas jugé sur les résultats du semestre qui arrive, ni même à la rigueur sur celui d'après. Le CEO, il est attendu sur où sera la boîte, dans quel état sera la boîte, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et il y en a d'autres qui sont là pour faire en sorte que le mois prochain, quand on va passer le compte de résultat, on soit pas trop déçu et que tout se passe bien. Et en fait, le CEO qui est tenté, et c'est tellement tentant, et pour quelqu'un comme moi qui vient des opérations, qui a dirigé des hôtels, qui connaît par cœur ce qui se passe dans les hôtels, etc., la tentation d'aller dans le micro, et même pas que dans le micro, mais même dans certains macros, hein, mais d'aller commencer à mettre mes mains dans le moteur, c'est ça la tentation, et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un de mes gros challenges, c'est de garder le cap, de monter dans la montgolfière, d'avoir ma hauteur de vue, de laisser ceux qui sont là pour gérer. Leur transmettre ce cap et s'assurer qu'après, ils gèrent eux-mêmes, mais pas d'être là, les micromanagers derrière. Exactement. Et après, et je reviens à ce que tu dis, je pense, je crois que c'était important pour les personnes qui m'ont recruté, que le fait que je vienne du terrain, le fait que j'ai géré des hôtels, je connais comment ça se passe, je sais ce que c'est qu'un client, je sais ce que c'est qu'un collaborateur dans un hôtel, je connais tous les métiers, etc. Le fait est que quand je vais sur le terrain, quand je rencontre mes équipes, quand j'ai cette facilité-là de me connecter et de faire passer le message et de faire passer la vision à ceux à qui j'ai affaire, parce que ils savent que je sais de quoi je parle et que je suis pas et qu'il n'y a pas ce que moi j'ai souvent vécu dans ma carrière, hein, c'est ce fossé entre les gens du siège, comme on dit, les gens du siège et les gens des opérations. Donc ça aujourd'hui, moi je le vois pas comme un vrai challenge parce que c'est pour moi transmettre la vision. À la rigueur, je trouve ça presque la partie la plus facile, enfin en tout cas celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. M'assurer qu'elle est implémentée, etc. C'est pas quelque chose qui me pose vraiment problème. Là où je dois être vigilant, c'est de pas oublier que je ne dois pas tout faire, que je ne suis pas, qu'on me demande pas mon avis pour tout, que mes équipes me demandent, qu'il faut que je délègue, et que même si je connais les dossiers, chacun son job. Offrir de la liberté à tes collaborateurs. C'est ça, qui est tellement précieuse. Ouais, t'as complètement raison. C'est hyper intéressant, ça a l'air facile quand tu le dis comme ça, et en même temps on peut imaginer à quel point c'est un challenge pour un opérationnel. Et on voit très bien le poste du CEO visionnaire qui transmet. C'est quoi le challenge aussi vis-à-vis d'une... on peut pas appeler ça des directeurs, mais de propriétaires que tu as au-dessus qui sont venus te chercher. Enfin, en tout cas, il y a un relationnel qui s'est installé. J'imagine qu'ils ont des très grosses attentes vis-à-vis d'un hôtelier comme toi. Comment tu gères la relation des deux côtés, la vision de l'un et puis de l'autre côté reportée à des patrons finalement?
c'est l'équilibre le plus compliqué à trouver, c'est la chose la plus rare aussi. Et, Ouais. et c'est aussi ce qui m'a motivé à quitter quand même on peut le dire, une petite zone de confort qui était, voilà, j'étais dirigeant hôtelier, comme tu disais en introduction, dans les îles, avec toute ma carrière là-bas. J'avais fait des trucs pas trop mal, des belles boîtes. Et personne remettait trop en cause ce que j'avais fait et donc c'était plutôt confortable. Et c'est parce que, en fait, j'ai eu ce nouveau challenge là dans mon pays, mais surtout parce qu'il y a eu cette rencontre, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rencontre, et que je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de concilier et de faire se rencontrer, en fait, mon expertise opérationnelle que j'ai, que mon propriétaire n'a pas forcément, voilà, en tout cas, n'a pas la même expertise. Mais lui a tellement d'autres choses également à m'apporter, dont la confiance, voilà, et dont l'envie que ça fonctionne, et la bienveillance. Et en fait, tous les outils que moi j'utilise au quotidien depuis 25 ans au travail, dans mon quotidien, avec mes équipes, j'ai retrouvé les mêmes ingrédients qui sont l'écoute, qui sont la bienveillance, qui sont ça veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il y a pas des. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. Mais pour avoir vécu d'autres situations dans ma carrière, voilà, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, la bienveillance change tout. Et la bienveillance dans le management et la bienveillance dans la relation entre collaborateurs et entre des CEO et son propriétaire ou son CEO change absolument tout. À partir du moment où vous avez cet ingrédient, et tout à l'heure tu disais c'est quoi l'ingrédient premier, et en fait je me suis trompé, j'aurais dû vraiment commencer par ça, c'est la bienveillance. Qui est aussi un mot tarte à la crème, hein. D'ailleurs il faut faire attention avec ça parce qu'on le ressort souvent, mais moi je suis complètement d'accord avec toi, la bienveillance c'est bien beau de le dire, il faut encore être capable de l'appliquer. Ah, je suis 100% d'accord, et puis il y a tellement de boîtes qui parlent de bienveillance alors que c'est un cauchemar sur Terre quand on arrive quand on arrive là-bas, et je l'ai vu dans plein de boîtes, etc. Mais la bienveillance, en fait, là aussi, hein, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, Maxime. La bienveillance, si c'est que du marketing, ça se paye. À un moment, on passe au tir orchestre, on passe aussi. Et la bienveillance, elle va se voir dans ton turnover, est-ce que tu engages et tu fidélises tes équipes. Elle va se voir dans ton taux de satisfaction de tes équipes chaque année que tu mesures. Et il n'y a pas photo. Enfin, c'est très clair. Et donc, je suis d'accord avec toi. Bien d'accord que c'est la tarte à la crème, la bienveillance, mais bien d'accord aussi que c'est la chose la plus importante. Donc, et qu'on triche pas avec ça. Et je pense que c'est les équipes ont besoin de quelques jours ou quelques semaines quand quelqu'un n'est pas bienveillant pour le sentir. Non, c'est sûr. Je pourrais te poser des centaines de questions sur cette thématique et faute de temps, je vais plutôt ouvrir sur d'autres sujets. On reviendra peut-être sur des sous-thématiques parce que bon, toi et moi, on a ce même défaut, c'est qu'on est passionné par ce métier-là. Donc, quand on nous lance sur le sujet, on a beaucoup de mal à se stopper. On est en roue libre, voilà. En roue libre complète. Je te propose donc d'ouvrir, mais avant ça, on va participer à un petit jeu, si tu le veux bien, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles, elles sont toutes simples. Tu vas nous partager un mot-clé de ton choix, qui, s'il est utilisé par les auditeurs, soit sur Apple Podcast, avec une note plus commentaire, ou sur Spotify, ou encore sur la vidéo YouTube de cet épisode-là, ils recevront en échange de ce mot un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Alors, le mot, ça va être excellence. Excellence. T'es sur le bon podcast pour ça. Excellence, et qu'est-ce qu'on reçoit si on écrit excellence dans les endroits que j'ai cités? Je sais pas si c'est un cadeau, mais je sais pas, moi j'aimerais énormément rencontrer tes auditeurs. Donc je sais pas, une bonne bière en terrasse à Paris au beau jour, ou même avant, hein, si vous voulez. Ah bah c'est un sacré cadeau, hein. Je peux te dire que notamment les étudiants et les jeunes professionnels que je rencontre, je parle souvent de pourquoi j'ai créé le podcast Hospitality Insiders. Une partie de la genèse, c'était parce que moi j'étais frustré quand j'avais l'âge d'être un jeune hôtelier, de pas pouvoir accéder à des CEO, de pas pouvoir comprendre leur métier.
Et à l'époque, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Ouais. Puis il y en a eu, mais ils ne répondaient pas toujours. Donc là, non seulement ils se mettent Jérémy de Fourmel dans les oreilles pendant 1 heure, et en plus de Ils vont ça, prendre une s'ils bière. mettent Excellence, ils vont prendre une bière sympa. Et c'est Jérémy qui invite, ça je te le rajoute. Bien sûr, c'est pas besoin, pas nécessaire de le préciser. Ah, c'est très sympa. Écoute, Jérémy, je te propose un voyage dans le temps, rapide ou pas, à toi de décider. Si tu pouvais revenir en arrière, à un moment de ta carrière, ça peut être tout au début, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Ouais, clairement. Bon, il y a tellement de choses qu'on ferait différemment. Euh, dans mes choix professionnels, etc., je pense pas que que je ferais d'autres choix parce que j'étais tellement heureux dans ce que j'ai fait. J'ai rencontré des gens tellement formidables. Je pense pas que je changerais grand-chose. Mais je me dirais à moi-même, relax, relax. Je crois que je me suis mis trop la pression pendant disons les 10 premières années de ma carrière, puis ça vient pas mal continuer encore un peu après, puis toujours aujourd'hui un peu parfois, mais relax. Et c'est pas parce que tu t'angoisses, c'est pas parce que tu stresses, c'est pas parce que tu es inquiet que tu vas mieux travailler. Et puisque tu prends du plaisir et puisque tu aimes ce que tu fais, relax et ça se passera bien. Et je pense que ouais, c'est le seul petit ombre au tableau de toutes ces années qui ont été tellement extraordinaires, c'est que j'étais quand même particulièrement de par le travail, la dose de travail, le stress, hein, mais j'étais trop stressé, je me mettais trop la pression et ça m'a, je pense pas que ça m'ait apporté grand chose cette pression. Donc peut-être c'est ce petit voilà où j'irais. Ah bah pour moi c'est très clair, je vois très bien ce par quoi tu as pu passer et c'est un conseil que j'essaie de m'appliquer aussi au quotidien. C'est un marathon, pas une course de sprint. T'as bien raison, c'est tout à fait ça, c'est un marathon. C'est sûr. Tu as une recommandation de lecture à nous partager? Alors moi je suis très très vieux jeu, mais en même temps si je pouvais convaincre tes jeunes auditeurs d'aller découvrir la poésie, moi je suis un fou de poésie et j'ai toujours eu une passion pour un recueil de poésie de Victor Hugo qui s'appelle Les Feuilles d'automne, qui est pas très très connu, qu'il a écrit quand il avait 28 ans. Okay. Et j'encourage tout le monde sur internet, allez lire Les Feuilles d'automne, allez juste lire quelques poèmes des Feuilles d'automne de Victor Hugo avant de dormir le soir, etc. Mais ça vaut toutes les pilules que vous pouvez prendre pour dormir. Et surtout c'est beau. Et moi j'aime le beau. Donc ouais, Victor Hugo, Les Feuilles d'automne. Et j'ai beaucoup aimé un des derniers livres de Sylvain Tesson qui s'appelait Blanc. Blanc et moi la neige, j'ai pas beaucoup lu pendant 25 ans. Et c'est tout sur ces 6 mois qu'il a passé à plus de 2000 mètres d'altitude dans la neige, dans les hauteurs des Alpes. Et c'est un livre absolument magnifique et très poétique lui aussi. Hyper inspirant. Dans cette veine ou une autre, tu as une citation favorite ou un mantra que tu te répètes régulièrement? Alors, là aussi, je suis désolé, je suis pas hyper... c'est pas hyper moderne. Et en même temps, on n'est pas obligé d'être moderne. C'est intemporel, exactement. Et puis moi, c'est Esprit de France et patrimoine aussi. Hein, et oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je suis un fou, un fan de Cyrano de Bergerac. C'est mon héros parfait pour moi. Et il a la dernière phrase qu'il prononce dans la pièce de Cyrano de Bergerac, et c'est avant de mourir, et que ça, juste au moment de mourir, il dit: il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le ciel bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Et le panache, Maxime, le panache de Cyrano, mais le panache en général, d'ailleurs panache, je crois qu'il n'y a pas de traduction dans les autres langues étrangères. C'est vrai, je sais pas le traduire en tout cas. Le panache, c'est cette élégance, le panache, c'est cette force de conviction. Le panache, c'est pas avoir peur d'avoir des combats que les autres peuvent trouver ridicules. Le panache, c'est de savoir où l'on va, d'avoir des convictions, et c'est une forme de beauté, là aussi, le panache. Et moi, ce mot-là, et cette phrase de Cyrano, et j'espère que quand je mourrai, je pourrai dire
j'emporte avec moi mon panache. Ouais. Voilà, mon panache d'hôtelier, et pas que d'hôtelier d'ailleurs. Voilà, C'est une belle manière de finir, en effet. Sortir avec panache, c'est ouais. ça. Je te rejoins complètement. Écoute, je suis pas dans la capacité d'inviter Cyrano sur ce podcast, malheureusement. Mais si tu avais une recommandation d'un invité que tu aimerais entendre, quelle serait-elle? Alors, je suis désolé parce que je vais t'en donner deux, mais après, tu feras ton choix. Euh, Allez, euh, bah, je prends les deux, il y a hein. Vic, dont tu m'as parlé tout Ouais. à l'heure. Ah bah, il est Et, sur ma liste depuis un et, an. et, et il est assez super et il faut l'écouter, il faut surtout aller déguster ce qu'il prépare, mais il faut aussi le rencontrer. Il y a Vic et puis il y a une personne qui compte, qui a beaucoup compté pour moi, et qui compte toujours pour moi, qui a été un de mes premiers patrons, qui m'a, quand j'étais très jeune, qui m'a vraiment boosté, qui m'a fait aimer ce métier. C'est Philippe Boyenne. Philippe Boyenne, c'est l'ancien COO de Belmont, Orient Express. Il a ensuite été CEO de Forbes Travel Guide. Et il est au conseil d'administration de Corinthians Hotel. C'est un grand monsieur de taille. C'est, je crois, pouvoir dire aujourd'hui aussi un ami et un mentor pour moi. Et je vous souhaite un jour de pouvoir le recevoir parce qu'il a beaucoup de choses à dire Ouais. et il est très inspirant. Bah écoute, on n'est qu'à une mise en relation de se Quand- parler, donc je compte sur toi pour voir cette partie et je me charge du c'est reste. ça, quand tu veux, quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup pour ça. Ceux et celles qui aimeraient aller boire une bière ou postuler ou travailler ou quoi que ce soit, quel est le meilleur moyen de te contacter, Jérémy? Alors, le meilleur moyen, je vais vous donner mon email perso à tous, n'hésitez pas. Waouh. C'est j2fombelle, DEFOMBE2LE, tout ça accroché, j2fombelle @gmail.com. Je vous invite à visiter le site d'Esprit de France également, espritdefrance.com, accroché. On a un tout beau, tout nouveau site que je vous encourage à visiter. N'hésitez pas à venir voir nos hôtels aussi. N'hésitez pas à venir travailler dans nos hôtels aussi. Ouais, complètement. On recrute toujours. Et puis le Instagram, Hôtel Esprit de France, voilà, également. Je pourrais mettre avec plaisir toutes ces références-là. Je vais te laisser le mot de la fin. C'est peut-être la seule fois de l'épisode où je rebondirai pas sur ce que tu diras, quoi que ce soit. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, donc qui sont les auditeurs de cet épisode, quel serait-il? La chose la plus importante dans votre travail, c'est de prendre du plaisir. Si vous prenez pas de plaisir, pas du tout de plaisir dans votre travail, il faut se poser quelques questions. Mais il y a le pendant de cette première partie, c'est de dire aussi, le plaisir, ça veut dire aussi du travail. Et cette valeur du travail, il faut bien prendre conscience que elle marche avec le plaisir au travail. Donc, le plaisir au travail, tout court, ça marche pas tout seul. Il faut du travail, il faut de l'engagement, il faut des efforts, il faut un peu de sueur aussi. Mais voilà, donc prenez du plaisir au travail. Il faut prendre du plaisir au travail. Voilà, mais il faut aussi savoir que il faut aussi travailler parce qu'il y aura pas de plaisir s'il y a pas de travail avant. Voilà, mais je pense que les deux sont absolument indispensables. Moi, j'ai dit à mes équipes quand je suis arrivé chez Esprit de France, ceux qui ne sont pas heureux, venez me voir, venez prendre une bière avec moi. Non, j'ai pas dit la bière là, mais venez me voir, venez dans mon bureau, parlons-en, parlons-en. Tout est possible. Vous pouvez faire autre chose. Je peux vous aider, on peut vous accompagner. Là, si vous avez besoin d'un an pour sortir de la boîte, on vous donnera le temps qu'il faudra. Mais si vous n'êtes pas heureux, à quoi bon quoi pourquoi on est là? Donc il faut prendre du plaisir. Par contre, ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre du plaisir sans bosser, ça c'est pas possible.